Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel. Aujourd'hui, je porte, on va commencer par les chaussures, je porte une paire de Timberland Field Boots, un coloris qu'on appelle Beef and Brock, ce qui signifie bœuf et brocoli. Donc c'est parce que, vous l'avez deviné, c'est marron, la couleur du steak, et vert, la couleur du brocoli. Donc voilà, c'est des chaussures un peu, on va dire, emblématiques new-yorkaises du streetwear, du rap, en fait, new-yorkais. Donc voilà, Wu-Tang, Mobb Deep, et portait des Beef and Brock. Le pantalon, c'est un ACG de la collection, je pense, été dernier. Voilà, moderne. Très bien. J'adore ces nouvelles collections ACG. Le t-shirt, c'est un Fruit of the Loom ou un Hanes, je sais plus. Je porte que ça, que des t-shirts noirs Hanes et Fruit of the Loom, parce que je suis très gros et j'aime porter les fringues très larges, même par rapport au fait que je sois gros. Donc j'ai vraiment besoin de quadruple XL en fait, tout simplement. Et les seuls trucs qui m'offrent un vrai quadruple XL américain, les seules marques qui m'offrent un vrai quadruple XL américain, c'est Fruit of the Loom et Hanes. J'ai aussi j'ai une couche intermédiaire qui est une polaire en fait, qui est en fait la doublure d'un manteau 3 en 1 dont je porte pas en fait, j'ai enlevé la doublure pour la mettre avec un autre manteau. Mais à la base, c'est un manteau 3 en 1 que j'aime bien porter aussi sous forme de manteau 3 en 1, mais j'aime bien aussi le porter de manière déconstruite. Et c'est assez cool. Et donc voilà, cette veste Tri-Mountain, je l'adore. Je la porte à toutes les sauces. Et là, je porte que la doublure parce qu'elle est parfaite. Et surtout, c'est marqué double XL, mais c'est vraiment du triple ou quadruple XL. Et c'est trop bien. Donc je suis trop content. Et donc j'ai décidé que je les voulais toutes. Et donc ça, c'est la violette qui vient de sortir. Elle est trop bien. Elle est vraiment hyper Wu-Tang, en même temps hyper japonaise, en même temps. C'est parfait. Donc je l'adore. Et voilà. Et j'ai une petite sacoche Gregory aussi. J'ai une casquette Gregory. Je suis Tequila Tex. Je suis DJ. Je suis ancien rappeur. Mon occupation de DJ entraîne avec elle des choses annexes comme avoir un label, avoir eu plusieurs labels dans mon cas, et puis être programmateur de plusieurs émissions de télévision sur Internet. Et donc voilà, je fais des petits trucs comme ça annexes, un petit peu à droite à gauche autour, mais mon occupation principale, c'est d'être DJ. Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Le premier souvenir à la fringue, c'est ma mère qui me faisait des pulls qu'elle cousait elle-même. Et j'étais genre, je veux un pull Captain America quand j'avais 4 ans, tu vois. Je demandais à ma mère, tricote-moi un pull Nono, le petit robot, dans Ulysse 31, tu vois. Tac, elle me le faisait. Putain, j'étais le seul à l'avoir à l'école maternelle, j'ai envie de dire. Donc j'avais déjà ce truc un peu exclusif, cette espèce de super pouvoir. Waouh, c'est trop bien, quoi. Je pouvais, c'était un peu, voilà, c'est ça, mes premiers souvenirs. J'ai découvert le rap comme tous les kids, quoi. C'était partout, en fait. Dans les Tortues Ninja, dans le film des Tortues Ninja, il y avait du rap. Dans les pubs pour les céréales, il y avait du rap. Au Club Dorothée, il y avait Sydney qui venait faire une démonstration de breakdance. Les Schtroumpfs, ils faisaient du breakdance. Tu vois ce que je veux dire? Quand dans les années 80, du moins, c'était pas partout. D'ailleurs, c'était pas partout. Non, effectivement, c'était pas partout. Mais on entendait parler. Il y a eu un moment où c'était le grand truc, quoi. Et donc c'est arrivé comme ça. Et je dirais que c'est en ayant MTV. Quand le câble est arrivé en France et quand moi j'ai déménagé, que j'ai eu le câble, alors qu'avant j'avais pas le câble, bah c'était genre la révolution, quoi. Genre t'as MTV, tu regardes MTV Raps, tu regardes les clips, c'est les clips, quoi. Mon goût pour les vêtements, il s'est développé grâce aux clips vidéo, en fait, tout simplement.
Ça s'est traduit dans les sapes en allant dans des boutiques spécialisées, en commençant à acheter des trucs plus larges, en disant non mais là j'ai pas envie d'un Levi's normal, j'ai envie de m'enseigner pour savoir ce que c'est le... C'est difficile, hein, il y avait pas internet à l'époque, on n'arrivait pas à trouver les informations si facilement, quoi. Comment à moins d'avoir un pote qui a vécu aux États-Unis, à moins de parler anglais, de pouvoir lire de sources et de pouvoir lire les magazines spécialisés américains sur le sujet, comment tu peux deviner que les jeans que porte tel rappeur dans tel clip, c'est telle marque et telle coupe c'est des Levi's Silver Tab, c'est pas des Levi's 501, tu vois. Et puis aussi attention, tu peux pas aller dans tel magasin parce que si tu vas dans tel magasin, tu vas te faire dépouiller à la sortie. Et attention, tu peux. Alors donc ça, c'était aussi genre ça faisait aussi partie du truc. On allait genre méga loin de chez nous, dans des coins un peu malfamés. Puis surtout, on était des gamins. Donc on aurait pu. Puis d'ailleurs, moi j'ai dû me faire dépouiller Enfin, c'était pas vraiment en allant acheter des fringues c'était plus à la sortie de l'école, tu vois. Je me faisais piquer ma casquette, tu vois, genre de trucs comme ça. C'était un peu un jeu pour trouver les bonnes fringues. Quand tu voulais t'habiller dans un certain style plutôt qu'un autre. Et puis c'était maladroit parce qu'il y avait certains trucs où tu te repliais sur la version qui était disponible en France, quoi. Parce que plein de choses n'étaient pas disponibles en France, à moins d'être super riche et de pouvoir aller aux États-Unis ou d'avoir un membre de ta famille ou un copain qui allait te ramener plein de vêtements d'Amérique pour être habillé comme un Américain. C'était très compliqué, c'était très cher. C'était compliqué, t'entendais parler de choses... Ah, les troupes, les baskets, les troupes, avec une petite chaîne dessus. Ah, c'est formidable, les troupes. Tu vas arriver à trouver des troupes ou pas? Des British Knights. Ah, des Bécards, des British Knights. C'était des trucs un peu mythiques, quoi. Il y avait un gars, tu connaissais une seule personne qui avait une paire de British Knights, quoi. C'était super dur à trouver. Les marques hip-hop, il y a eu Cross Colors, il y a eu Karl Kani. Donc ça, Karl Kani, c'est quand même l'un des inventeurs du streetwear au final. C'est l'une des premières marques à ne pas être une marque de streetwear, une marque de sportswear détournée par les gens de la rue, mais une marque consciemment faite avec la rue en tête. C'était pas Ralph Lauren qui fait des fringues pour faire du kayak et les rappeurs s'habillent avec ça, ou Nike qui font des fringues pour faire du sport ou du basket, j'en sais rien, et les rappeurs s'habillent avec ça. Là, c'était vraiment la conscience de faire un vêtement pour la rue. Les gens, quand ils pensent à ça, ils pensent tout de suite Stussy. Mais je crois que Karl Kani, c'était un petit peu avant. Il y a eu Maurice Malone, qui était une sorte de copie plus abordable de Marité François Girbeau. Donc ça, c'est des jeans, c'est du denim. Il y a eu bien entendu Marc Ecko, avec sa marque Ecko Unlimited. Superbe marque avec un rhinocéros dessus. Ça, c'était la période un peu plus fin 90s. Qu'est-ce qu'il y avait 555 Soul. Voilà, c'était PNB Nation aussi. Donc ça, c'était des marques qu'on affectionnait particulièrement. Et puis aussi des trucs un petit peu plus adjacents. Polo Ralph Lauren, c'est certain. C'était le Graal, quoi. Mais les collections un peu plus intéressantes avaient du mal à arriver jusqu'en France. Quand elles arrivaient, c'était 2-3 pièces. Et ça partait très très vite et c'était très difficile. Puis c'était un peu intimidant aussi d'aller dans ce magasin à Madeleine où fallait trouver la pièce un peu cool parmi un milliard de chemises très habillées ou de polos de golfeurs qui avaient moins d'intérêt. Et donc c'était un petit peu plus difficile mais on allait de temps en temps quand on avait vraiment un anniversaire, tu vois, genre quand on avait touché un peu de thunes, on allait chez Ralph Lauren et on arrivait à se trouver le polo qui était cool. Mais après les autres marques, tu sais, juste Levi's, quoi. Genre franchement, un bon jean baggy Levi's. À l'époque, il y avait Silver Tab. À l'époque, il y avait les 510, je crois, je sais plus le numéro où c'est un petit peu plus baggy. Ben ça marchait, tu vois. Une paire de Timb, un magasin. Il y avait 40 000 magasins Timberland partout en France. C'était pas très compliqué pour trouver ça. Des Nike, c'était pas compliqué de s'habiller en Nike et de s'habiller bien, quoi, ou en Adidas, tu vois.
On achetait aussi beaucoup de t-shirts de groupe. Hein. Je dis franchement, on achetait des casquettes avec... moi, j'avais un Bob, Naughty by Nature, que j'ai eu pendant toute ma scolarité. Tout le monde m'appelait Bob à cause de ce Bob. Il y marqué OPP dessus. Donc les gens m'appelaient soit Bob, soit OPP. Les Français sont un peu cons. Et du coup, quand tu mets un Bob, ils t'appellent Bob. Quand tu mets des chaussures un peu grosses, ils te disent « Ah, tes chaussures, c'est pour aller sur la Lune ?» Ah, non, c'est pas pour aller sur la Lune, c'est juste des baskets normales. Mais voilà, donc il y avait ce truc, cette incompréhension quand t'étais un kid au lycée, que tu t'habillais un peu différemment des minets de base ou des kairas de base ou juste des gens, des normies, tu vois. Quand tu mettais un truc un petit peu plus marqué, ben t'étais un farfelu, quoi. On t'appelait Bob. Dans la période TTC, moi, je m'habillais très très mal. Avec du recul, je m'habillais très très mal. J'étais persuadé de m'habiller bien, hein, mais je m'habillais mal. Il y a eu une première période où c'était la cata, où le truc cool, c'était de pas trop faire attention aux fringues. Tu vois, on était dans le rap indé, on était dans le rap underground, où c'était vraiment tout pour l'art. Pas du tout de tu fais attention à ce que tu portes comme vêtements, mais c'est tellement superficiel, t'es nul. Alors nous, on est beaucoup plus deep que ça, on est des poètes, ok. Tu vois, genre ce genre d'attitude là dégueulasse que je renie complètement aujourd'hui. Tu vois. Donc voilà. Et puis du jour au lendemain, je dirais 2003. Du jour au lendemain, on a complètement changé d'avis par rapport à ça. Et du jour au lendemain, c'était genre, non, mais en fait, les fringues, ça tue. En fait, c'est vachement important, les vêtements. Quoi. Je pense que l'impulsion est venue de Cuisinier, de TTC, qui, lui, a commencé à faire une adaptation complètement surréaliste de la manière dont Dipset s'habillait, de la manière dont Jay-Z s'habillait, de la manière dont Beanie Sigel s'habillait, de la manière dont Wu-Tang s'habillait, et de la manière dont Outkast s'habillait. Et les coupes de cheveux, tu vois, l'espèce de brushing et tout, genre, tout ça mélangé avec un truc méga, le plus large, le mieux, tu vois. Et méga flashy, méga futuriste, fluo, machin. Il y avait déjà l'influence Ralph Lauren à l'époque. Il y avait une petite influence Preppy, qui était très maladroitement absorbée par moi. Donc voilà, j'essaie de reproduire ce truc un petit peu prépi, année 2000, très maladroitement. Donc je m'habillais en espèce de golfeur fluo, un peu naze, et donc c'était vachement moulant et tout. Je ressemblais un peu à rien. Je portais beaucoup de Lacoste et de Kangol. Je ressemblais un petit peu à rien à cette époque-là. Et puis je dirais 2008, 2009, donc c'était déjà post-TTC. C'est là où j'ai rencontré Big O et c'est là où j'ai commencé à aller au Japon un peu plus souvent et à avoir plus conscience de ce que je portais. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Pour moi, ça a été des voyages et des rencontres avec des gens qui ont effectivement eu ce rôle de mentor et qui m'ont ouvert les yeux sur des trucs que j'aimais déjà sans arriver à mettre de nom dessus ou à mettre de marque dessus ou à mettre de silhouette dessus. C'était des trucs un peu inconsciemment. Je me disais, ah putain, j'aime bien la manière dont tel artiste se fringue ou dont tel acteur se fringue ou dont telle personne se fringue. Et j'arrivais pas trop à identifier la manière d'arriver au même résultat, en fait. En 2002, je suis allé au Japon, je suis allé au magasin North Face, j'ai pris la première veste qui me plaisait, que je voyais sans trop capter ce que c'était, et je la kiffe toujours, hein, c'est une sorte de veste, je dirais, un peu snowboard, avec un camouflage digital gris et blanc, qui est très cool. Mais au final, j'avais aucune idée de ce que j'achetais. En fait, je disais juste dans ma tête, j'avais juste fait l'association simple Japon, North Face, ça tue, j'achète. Et au final, quand j'y suis retourné un petit peu plus tard, enfin au fur et à mesure que j'y retournais, je rencontrais des gens un petit peu plus proches du monde de la mode, etc. Et je sais pas, genre 2009 ou 2000, ouais, ça devait être 2009. Il y a Diesel
qui m'ont fait venir au Japon pour mixer pour un truc. Alors, c'était une époque où je m'habillais vraiment mal. Et donc, je portais des vêtements beaucoup trop serrés pour moi, en fait, en me disant, oh, ça fait un petit style, c'est cool. Je me trouvais un peu sexy dans mes fringues trop serrées, trop nulles. Et je sais pas pourquoi, genre, Et puis c'était aussi la mode de l'époque, où tout le monde, donc tout le monde portait des slims, machin. Donc je sais pas, genre, je m'habillais très très mal à cette époque-là. Je sais pas ce qui se passait, genre Diesel. En fait, c'est 55 DSL, donc une espèce de sous-marque de Diesel, des Japonais qui m'ont fait venir au Japon pour jouer à un événement à eux. Et en arrivant là-bas, on m'a présenté d'autres designers qui voulaient me rencontrer et qui étaient fans de ce que je faisais, qui s'intéressaient à ce que je faisais. Et parmi ces designers, il y avait Big O, donc Takeshi Osumi, et qui est encore plus volumineux que moi, corporellement parlant, ce qui est très rare pour un Japonais. Et donc je rencontre Big O, il a déjà au Japon ça va très très vite, hein. Quand tu lances ta marque et ça marche bien, t'as déjà ton flagship store à Harajuku énorme et tout. Donc je débarque dans le flagship store Phenomenon, ça joue du TTC à fond, je découvre tout un monde de gens qui m'adorent et qui s'habillent bien mieux que moi et je me dis bon, il faut quand même que je fasse un petit peu plus attention à comment je m'habille parce que voilà, j'ai envie et ces gens-là me montrent que je peux le faire. Même avec une silhouette pas très orthodoxe, on peut arriver à trouver des fringues charmées, et arriver à avoir un style charmé, et arriver à avoir un style vraiment de futuriste et original, qui soit encore différent du truc New Wave qui explosait à l'époque, et qui soit encore différent du truc hip-hop, streetwear dans lequel j'avais évolué il y a un certain temps. J'ai vraiment appris à avoir mon style à moi au contact de gens comme Big O. Ça a été quelqu'un avec qui il y a eu un gros échange. On arrivait avec Orgasmic, donc avec qui je faisais San Pellegrino, et on lui filait, je sais pas, genre 100 morceaux sortis tout droit de notre iTunes, et lui en échange il nous filait des fringues. Et puis au bout d'un moment, quand moi j'étais trop gros pour porter les fringues, il les faisait à ma taille. Et la fois d'après, quand on allait au Japon, il avait fait des trucs sur mesure pour moi pour que je puisse les rocker. Et on a fait des couves de magazines ensemble. On était dans plein de magazines japonais. Il y a eu une couve de Clark Magazine avec Bigo. On a fait plein de trucs ensemble. On a fait des collaborations. Moi j'ai fait une sorte de collection capsule avec Phenomenon qui était pas ouf avec du recul, mais il y avait quand même une ou deux pièces qui étaient assez charmées en fait. Il y avait un petit pull avec un ours polaire avec un chapeau dessus qui est super. Il y a une autre rencontre importante, c'est Silas de Soulland. Donc lui c'est un Danois qui fait aujourd'hui ils font un peu des collabs avec Nike avec Nike SB en fait, mais sa marque c'est on va dire menswear scandinave et au contact de ce gars-là j'ai appris aussi beaucoup sur ce que j'aimais, sur ce qui me plaisait et puis ouais il y a eu plein de rencontres, il y a eu un gars qui bosse, il y a eu Pascal Montfort qui était chez Nike à une époque aussi qui m'a beaucoup poussé justement à cultiver mon lien avec le Japon. Et tu te rends compte qu'au Japon, ils ont encore toutes les pièces dont tu rêves et que tu pouvais voir que sous forme de JPEG, en fait, jusqu'à présent. Et en fait, tu vas au Japon et tu vas dans les bonnes boutiques et tu trouves ces trucs. Et tu te dis, putain. Alors moi, j'ai la chance, ou la malchance, d'être un petit peu trop gros pour les tailles japonaises. Donc, j'y vais comme si j'allais au musée, en fait. Quand je vais en Asie, c'est vraiment... je touche les matières, je suis genre c'est génial, ça existe pour de vrai en fait, ce truc que pendant tout le reste de l'année je regarde sur internet, en fait ça existe pour de vrai. Et je regarde les trucs et je me dis putain c'est trop bien, si seulement je pouvais être un petit japonais qui fait du M, je serais trop heureux. En vérité, je suis un gros français qui fait du quadruple XL et c'est des vêtements de poupée pour moi en fait. Mais c'est kiffant quand même de les voir, c'est inspirant. Après tu reproduis des looks en trouvant des trucs qui sont à ta taille et tu t'arrives à reproduire certains looks grâce à ça. Mon style en 2019, je dirais qu'il est informé par une tradition du hip-hop, mais il est aussi informé par un truc streetwear un petit peu plus global et un truc mountaineering et un truc outdoors un peu plus spécialisé, et ça vient beaucoup du Japon. Je collectionne les magazines de fringues outdoors japonais.
En fait, pour moi, le style, c'est pas de ressembler aux autres, en fait. C'est pas de suivre la mode, en fait. C'est justement d'aller à d'avoir un truc que personne d'autre n'a, en fait. Ce que j'essaye de faire, en fait, c'est d'être le gars le plus stylé de ma classe, en fait. À n'importe quel moment de la vie, en fait. Donc j'essaie d'avoir le truc que personne d'autre n'a. J'ai cette casquette Grégory. Je sais qu'à part mon pote à qui je vais l'offrir, personne d'autre ne l'a en fait en France. Et je sais que je vais être le seul à l'avoir. Et je sais que les gens vont se retourner, vont se dire waouh, c'est quoi ce truc. Moi, c'est ce qui me plaît chez les artistes que j'admire et chez les DJ que j'admire ou chez enfin n'importe quel. Ou juste les gens charismatiques en général, ils ont pas besoin d'être même artistes, mais quand quelqu'un rentre dans une pièce et que tu te retournes et que tu te dis waouh, c'est quoi ces baskets, waouh, c'est quoi ce jean, waouh, c'est quoi ce pull, waouh, j'ai jamais vu une veste comme ça, waouh, c'est incroyable. Ça il y a un côté qui attire l'œil, quoi. Moi c'est ça en fait. J'ai envie d'être une personnalité larger than life, tu vois. Genre que ce soit à travers mon physique ou à travers ce que je porte, je veux que ça se remarque tout de suite. Et je veux qu'on me remarque tout de suite et je veux qu'on se dise où est-ce qu'il l'a eu. Moi, j'aime bien le style d'un gars comme Shia LaBeouf, tu vois. Comment ça se prononce? Shia LaBeouf, LaBeouf. Bon, je trouve que lui, il a accidentellement un putain de bon style, quoi. Genre, c'est devenu un peu une sorte d'icône Instagram, machin, mais c'est vrai que, putain, il porte du Patagonia, hyper cool et tout, il le met d'une manière qui est toujours un peu détournée. Il va mettre un hoodie avec une polaire Patagonia par-dessus. Voilà, je trouve ça hyper finement joué, hyper intéressant. Et en fait, avant lui, il y a toujours une histoire d'acteurs américains qui faisaient des choix sartoriaux, on va dire, assez osés. Et en fait, l'ancêtre de ça, c'est Robin Williams. Donc Robin Williams, il portait du Yohji Yamamoto, il portait des trucs genre méga niche, il portait du acronyme vers la fin de sa vie, les premières collections acronymes, enfin c'est incroyable. Enfin moi quand je retombe là-dessus, je trouve ça fabuleux, quoi. Donc il y a plein de gens comme ça, ça va être un rappeur, un coup moi j'adore Ghostface, j'adore Raekwon, la manière dont les mecs du Wu-Tang s'habillent, j'aime bien la manière dont un mec comme Grand Puba s'habille. J'aime bien la manière dont enfin s'habillait, parce qu'on le voit plus trop de nos jours, mais Grand Puba, à un moment, il y a un vieux clip de lui qui porte des Air Revaderchi et un haut Ralph Lauren sur le plateau de Arsenio Hall. Et c'est fabuleux. Enfin, c'est un style de malade mental. Et ouais, tous ces trucs-là, genre, ça m'a vachement marqué. J'ai toujours essayé de reproduire un petit peu ces styles dans la vie. Mais il y a aussi un gars comme André 3000. Je m'habille pas comme lui du tout, mais j'admire son sens pas de la provoque, mais arriver à détourner un truc et à se l'approprier et à en faire quelque chose de stylé. L'une de mes plus grosses influences en termes de vêtements, c'est Dipset, Diplomate. Donc Cameron, la manière super large dont il portait les trucs, le fait qu'il portait des Joel Santana, le fait qu'il portait que des maillots de basket throwback, tu vois. On avait l'impression de voir des super-héros débarquer, sauf que c'est le contraire des super-héros parce qu'ils s'habillaient beaucoup trop large. Il y a un truc pour moi super important. Il y a un truc de cohésion qui m'obsède. C'est-à-dire que tu me verras pas avec une veste qui a été faite pour la chasse et un pantalon qui a été fait pour le ski. Tout comme tu me verras pas avec une casquette de telle équipe de baseball américaine et un manteau de l'équipe rivale. Juste parce que c'est les mêmes couleurs. Tu vois, les couleurs vont bien ensemble. Mais non, tu supportes quelle équipe? Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais le style va bien ensemble. Mais non, mais tu vas à la pêche aux écrevisses ou tu vas faire du ski? Tu vois ce que je veux dire? Genre, il faut savoir qui tu es. Tu vois, genre, tu peux pas, c'est pas la fête, quoi. Tu vois? Donc ça c'est important pour moi, tout comme c'est important de pas mélanger Nike et Adidas. Mais tu peux mélanger Nike et The North Face. Mais tu peux pas mélanger The North Face et Patagonia. Parce que c'est trop proche, parce que c'est trop rival. Après y a des marques qui vont avec le cross branding, en fait, c'est une science, tu vois. Mais il y a quand même des espèces de règles que dans certains cas on peut contourner quand on est vraiment stylé, ça dépend aussi de qui on est, tu vois.
Genre, certaines personnes peuvent se permettre de mélanger certaines marques, d'autres peuvent pas. C'est une question de statut aussi là-dedans. Donc c'est quand même une science. Des fois, je vois des gens avec des baskets Adidas et un haut Nike, et ça m'énerve de malade mental. Et moi-même, j'ai fait des fois des trucs où je regarde des photos de moi et je me dis, mais c'est pas possible. Pourquoi j'ai mis ce truc Patagonia avec du North Face? C'est pas possible. Mais après, par exemple, les Timberland, ça va avec, tu peux les porter avec tout, tu vois. C'est pas cool non plus d'être en total look d'une seule marque, quoi. Ça dénote pas d'un talent de l'outfit particulier. C'est intéressant de mélanger des trucs qui ne sont pas de la même marque, mais qui ont l'air d'aller ensemble, comme si c'était fait pour. Tu vois. C'est ça la vraie science de l'outfit pour moi. Les rappeurs, ils s'habillent mal en France, quoi. Genre, ils s'habillent vraiment tous trop mal. Je sais pas. J'aimerais que les gens soient mieux sapés. L'autre jour, j'ai vu un truc qui m'a... Je peux faire une digression, là? L'autre jour, j'ai vu quelqu'un qui s'intéresse un petit peu aux fringues Ralph Lauren, qui disait... le problème avec Ralph Lauren, c'est que maintenant, tout le monde se prend pour un low-life, alors qu'il y en a pas beaucoup des vrais low-life, etc. Et tout le monde... les gens s'achètent des rééditions, alors qu'ils ont pas galéré pour aller trouver des fringues vintage, etc. Je comprends le sentiment, tu vois. Je comprends le sentiment, on a l'impression de se faire voler notre culture par des gens qui débarquent, etc. Le vrai problème, c'est pas ça, quoi. Déjà, le vrai problème, c'est l'extrême droite, tu vois. C'est pas les gens qui portent du Ralph Lauren de 2019 et pas de 1995. Tu vois ce que je veux dire? J'entends qu'ils portent du Ralph Lauren, moi, je suis heureux, tu vois. Genre, je suis heureux. Mec, s'il y a des kids qui découvrent Ralph Lauren de North Face, ACG aujourd'hui, je vais dans des festivals, je vois des gens habillés comme j'étais habillé il y a 3 ans, je suis trop content, tu vois. Genre, je me dis, bah, tant mieux. Moi, de toute manière, je serais toujours le mec le plus stylé dans la pièce parce que j'aurais toujours un temps d'avance, tu vois. Donc, je me sens pas menacé. Est-ce que, selon moi, il faut être bien sapé pour faire de la bonne musique? Dans le cas des rappeurs, oui. 99%, oui. Après, drôle de question, hein. Dure question, difficile question. Il y a non, c'est ça que j'aime bien dans la musique électronique, c'est que c'est un petit peu, enfin, c'est ça qui me facilite la vie, en fait. Quand j'écoute des maxis de gens, j'ai aucune idée de la gueule qu'ils ont, ou de comment ils se sapent, etc. Donc, j'arrive à faire abstraction et j'arrive à me dire, ouais, bon, ouais, j'ai arrivé à écouter la musique pour ce qu'elle est, en fait, tu vois. Mais c'est vrai que je pense que ça me gâcherait le plaisir je pense qu'il y a certains morceaux, je préfère pas savoir la tête qu'a la personne qui les a fait ou la manière dont la personne qui les a fait s'habille, parce que sinon ça me gâcherait le plaisir d'écouter le morceau. C'est sûr. J'en suis sûr. C'est sûr. Alors, si jamais on me cambriole la sape, où je serais le plus dégoûté qu'on me la prenne, c'est quoi mon Graal, vraiment? Il y a aussi des trucs que je porte. Il y a une veste Ralph Lauren qui a le même colorway que la Moab, en fait, qui est couleur sable, bleu, royal et orange, avec la doublure orange, tu vois. Et ça, cette veste, elle est intemporelle pour moi. Et je l'ai depuis, je sais pas, ça va faire 8 ans que je l'ai, un truc comme ça, 7-8 ans, et franchement, chaque année, je la ressors. Et pendant longtemps, j'avais pas de Moab. Et j'avais cette veste-là et je me dis, putain, il me faut des Moab, il me faut vraiment les... Alors, puis finalement, j'ai réussi à trouver une paire de Moab sur eBay, j'étais trop content. J'ai rocké ces outfits dans tous les sens, pouvoir matcher une paire de Moab avec ce blouson qui est pourtant pas fait par Nike, mais qui match parfaitement avec, au niveau des couleurs, au niveau des textures, au niveau de la fonctionnalité, parce que c'est un peu un manteau de forêt, tu vois. C'était fabuleux, c'est une pièce iconique, hyper importante pour moi. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Alors, je vais te décrire. Alors, t'as un pantalon, un jean que je n'arrive pas que je n'identifie pas. Il est neutre et il est pas trop serré. Il est bien.
il sert sa fonction, quoi, qui est de mettre en valeur le reste de l'outfit. Une belle chemise rayée en seersucker. J'ai peut-être une connerie, c'est pas du seersucker. C'est de l'Oxford. Ah, excuse-moi, c'est une chemise Ralph Lauren, tout simplement. C'est une chemise Ralph Lauren à rayures bleu clair qui est super bien, qui est super classique et super bien. Il y a une paire de Campus-like, on va dire, de chez Adidas. C'est quoi le nom? C'est Samba. Voilà. Adidas, c'est pas ma passion, mais il y a un petit côté Matt Welty de Full Size Run que je respecte. Et le t-shirt, c'est quoi? Un t-shirt Carhartt, un fonctionnel. Alors, cet outfit, il me dit de toi que tu vas droit au but et que t'es assez pragmatique, mais en même temps, tu te permets quand même une doudoune, une nopsie. C'est une nopsie? Ça prouve que t'as un esprit quand même un petit peu tordu. Donc ça me plaît et je te respecte.